On a vu avec le début du cours que les classes pouvaient servir à représenter différentes choses dans notre code, notamment des abstractions. On va maintenant faire un petit peu le lien avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et notamment les variables. Donc les variables, c'est, dans l'exemple que j'ai donné auparavant, un espèce de tiroir qui possède un nom et puis une taille. Cette taille, elle est en fait donnée par le type de la variable, et son nom est un identificateur. Par exemple, lorsque je déclare une variable int Toto, eh bien, le type c'est int et l'identificateur c'est Toto. Une classe, on peut voir ça un peu comme une espèce d'armoire modulaire, parce qu'en fait, c'est nous qui allons pouvoir choisir ce que va contenir la classe. Alors la classe, elle peut contenir des variables, alors différents types de variables, un certain nombre également, on peut en mettre combien on veut, le nombre n'est pas limité, et le type des variables qui se trouvent à l'intérieur de la classe peut être quelconque. On peut avoir des entiers, des strings, des chars. On peut également avoir d'autres classes à l'intérieur de la classe comme attribut. Si par exemple j'ai une classe foo que je définis ici, je peux avoir par exemple un string à l'intérieur, bar, et un rectangle. Ça ne posera pas de problème particulier. Une classe peut également contenir des méthodes, des fonctions. Donc méthode, un synonyme de méthode, c'est fonction en programmation orientée objet, qui vont pouvoir agir sur les attributs de la classe ou agir avec des arguments en entrée comme les fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Alors pourquoi on fait des classes et dans quel cas on va les retrouver? J'ai commencé ma théorie aujourd'hui en disant que les classes servaient comme abstraction des objets réels. Donc ça, c'est une première utilité. La classe rectangle, par exemple, va nous servir à modéliser des rectangles. La classe personne que vous avez faite en exercice, eh bien, elle va servir à modéliser des personnes avec leurs attributs. On verra également d'autres exemples, comme par exemple comment modéliser une automobile. Ça, c'est des abstractions des objets du monde réel. On peut également avoir comme usage des classes un regroupement de méthodes qui traitent d'un certain sujet. Alors, par exemple, la classe math, qui est fournie par le langage, eh bien, elle va contenir des méthodes qui vont servir à faire des calculs, par exemple math.cos, qui va nous permettre de calculer le cosinus d'un nombre, mais elle contient également des attributs, comme par exemple math.pi, qui est défini comme un double constant, d'où la majuscule, et qui sont utilisés dans les maths. Donc c'est pour regrouper des choses qui sont en lien avec la classe. La classe FunGraphics qui est en dessous, ça c'est une classe que vous avez utilisée pour pouvoir dessiner sur l'écran. Alors il y avait différentes méthodes qui étaient disponibles dans cette classe, comme par exemple le dessin d'une ligne, le dessin d'un point ou d'un rectangle. Le troisième usage qu'on a pour les classes, c'est un petit peu un mélange des deux. Donc entre l'abstraction des objets réels et le regroupement de méthodes, la classe string, également une classe qui est fournie par le langage. Alors on a utilisé des strings dans notre cours jusqu'à maintenant, et ces strings servaient à représenter des chaînes de caractères. La classe input, quant à elle, eh bien, elle représente d'une certaine manière ce que l'utilisateur tape, en ça c'est une abstraction, et elle fournit un certain nombre de méthodes pour lire ce que l'utilisateur tape au clavier. Donc dans ce sens-là, elle contient aussi des méthodes, et c'est donc un peu un mélange des deux. L'origine des classes, eh bien, elle vient de différents endroits. Qui écrit les classes? Eh bien, certaines classes qu'on utilise sont fournies par le langage de programmation Java, c'est le cas de la classe math par exemple. D'autres sont fournies par d'autres programmeurs-programmeuses. La classe FunGraphics, eh bien, c'est moi qui l'ai écrite pour ce cours pour pouvoir dessiner à l'écran. La classe Input, c'est également une classe que j'ai écrite pour ce cours pour pouvoir lire des choses à la console, et la classe string, quant à elle, est fournie par le langage. On va bien sûr nous intéresser le plus dans cette théorie à comment nous, on peut écrire des classes et ce qu'on peut faire en créant des nouvelles classes. Je vous ai dit au cours numéro 3 que pour l'instant, on devait considérer une classe comme étant un type et un objet, une variable de ce type-là. Alors, c'était vrai
au cours 3, maintenant on a raffiné cette définition. Ce slide-là, c'est vraiment repris du cours numéro 3. Et dans ce cours numéro 3, j'ai dit la classe string sert à contenir des chaînes de caractères, ce qui était vrai, mais qui n'était pas totalement détaillé. Donc en fait, lorsqu'on écrivait string name égale Henry, ce qu'on avait, c'était un objet name de la classe string qui avait une valeur initiale, Henry. Alors ici, peut-être vous êtes un peu surpris de voir que je n'ai pas écrit string name égale new string. Alors en fait, le langage nous fournit un moyen simplifié, qui est ici. Pour l'assignation des strings, il y a ce qu'on appelle un sucre syntaxique dans le langage qui nous permet de définir des chaînes de caractères en trichant un petit peu sur le système des types. Mais si je le souhaite, je peux définir la même chose. Donc ce code-là que j'ai écrit en rouge ici et le code qui est en dessous, c'est le même code avec en haut la syntaxe sans utiliser le sucre syntaxique et en bas la syntaxe qu'on a vue jusqu'à maintenant avec ce sucre syntaxique. Alors pourquoi il y a ce sucre syntaxique? Eh bien c'est simplement parce qu'on définit très souvent des chaînes de caractères dans les langages de programmation et du coup c'est un moyen plus simple pour pouvoir définir des strings. Maintenant, vous voyez également qu'ici j'ai passé quelque chose comme argument lors de la création du string avec le new, c'est ce qu'on appelle ici on a en fait un constructeur dont nous verrons les subtilités un peu plus tard. Mais pour l'instant, considérons que ça fonctionne, et comme string est une classe, je peux maintenant écrire name. Par exemple toUppercase. toUppercase est une méthode qui est donnée par le langage Java dans la classe string, et lorsqu'on appelle cette méthode là-haut, name toUppercase, eh bien ça va s'évaluer à Henry, en majuscule. Ça va mettre en majuscule la chaîne de caractères. Pardon, ça va s'évaluer à la chaîne de caractères mise en majuscule. De la même manière, si j'écris name.length, ça va me retourner la longueur de la chaîne de caractères, ici 5, et si j'écris name.chahat 0, eh bien ça va me retourner la lettre H. Donc, ce qu'on peut faire directement avec les strings, c'est permis grâce aux méthodes qui sont données et ce que vous aviez reçu comme fonction, par exemple, lors des labos précédents, c'était des fonctions qui étaient mises autour des strings pour vous cacher cet appel-là qui aurait pu vous troubler au moment où on n'avait pas encore vu les classes. Pour donner un exemple de comment on peut utiliser concrètement les classes et qu'est-ce qu'on peut y mettre à l'intérieur, on va regarder maintenant les différentes possibilités qui s'offrent à nous. Le premier exemple, c'est de stocker uniquement des attributs à l'intérieur de la classe. Donc on a ici un tel exemple avec BankAccount. BankAccount va servir à modéliser un objet de la vie réelle, si on veut bien, qui va contenir différents attributs. Le premier attribut ici, Owner, qui sera le nom de la personne qui détient le compte, donc le type ici ça va être string. On va avoir un deuxième attribut, amount, qui va être lui de type double. Ce type double est là parce qu'on va avoir un montant sur le compte qui va avoir des nombres à virgule. Et finalement, on va avoir une date, donc le type va être date, qui va être la date d'ouverture du compte. Donc dans ce cas ici, on a un exemple où on a uniquement des attributs à l'intérieur de la classe. Notez que j'ai utilisé la notation UML ici pour faire le schéma de ce qui se trouve dans les différentes classes. Un deuxième exemple en dessous, la classe CircleCalculation. Cette classe CircleCalculation qui est ici, eh bien, elle ne sert pas à modéliser un cercle. Hein. Attention, vous voyez, il n'y a pas d'attribut. À l'intérieur de cette classe, il n'y a que des méthodes. Alors, les méthodes qui sont là, par exemple la première ici, perimeter, va nous permettre de calculer le périmètre d'un cercle à partir d'un rayon qui est donné en argument ici R. Vous voyez qu'une deuxième méthode à l'intérieur de la classe ici calcule la surface du cercle à partir d'un rayon et le diamètre d'un cercle à partir de son rayon. Donc ça c'est vraiment
des méthodes qui sont les mêmes types de méthodes qu'on a vues jusqu'à maintenant. Dans le sens qu'elles prennent des paramètres qui sont donnés et qu'elles n'utilisent pas du tout des attributs qui sont dans la classe. J'ai utilisé la classe date à gauche en haut, là, dans l'exemple de bank account, et on peut réfléchir un tout petit peu à qu'est-ce qu'on peut mettre dans une classe date. Je vous laisse faire l'exercice pendant quelques secondes, vous pensez à qu'est-ce qu'il faudrait mettre à l'intérieur d'une classe date pour pouvoir représenter une date. Alors, il y a plusieurs manières de faire, je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais une solution qui revient assez souvent, c'est de dire une date, on la représente comme un string D, et par exemple, on peut la stocker comme ceci. Alors, c'est une manière de faire, bien entendu. Le problème d'une telle manière de faire, c'est qu'on ne peut pas faire des calculs facilement avec une date qui est stockée comme ça. Si je veux savoir, par exemple, le nombre de jours qu'il y a entre deux dates, eh bien, un tel système ne fonctionnera pas très bien. Alors, on peut se dire qu'on change un petit peu ça, et puis on se dit, OK, je voudrais représenter le 12 juin. On pourrait utiliser, par exemple, c'est l'UML, donc pas besoin de mettre le point, des entiers, pour stocker le jour, le mois et l'année. Alors, ce serait une manière de faire, bien entendu, mais ça prend en compte uniquement le calendrier qu'on utilise nous, en Suisse et en Europe, aux États-Unis également, mais ça ne prend pas en compte le fait qu'il existe d'autres calendriers de par le monde, ou qu'il a existé d'autres calendriers auparavant, et que peut-être un jour il en existera d'autres. Pour la petite anecdote, en France par exemple, pendant la Révolution française, ils utilisaient un autre calendrier, ils ont décidé pendant une petite période de changer leur manière de voir le calendrier, et ils avaient des dates un peu farfelues, comme le 7 Brumaire de l'an 3. Et même si c'est une anecdote, il y a d'autres pays dans le monde qui utilisent d'autres calendriers et on ne peut pas comparer les dates avec ça. Alors pour résoudre ce problème des dates qui est en réalité très très compliqué, on utilise très souvent une librairie, donc un ensemble de classes qui s'appelle YodaTime. Je vous encourage à aller voir sur le web à quoi ressemble ce YodaTime qui existe pour plusieurs langages mais qui existe aussi pour Java. Donc vous tapez ça dans votre navigateur web dans la recherche et vous cherchez ce qu'il y a comme classe pour YodaTime et vous verrez qu'il y a des classes, beaucoup de classes avec beaucoup de méthodes pour pouvoir faire différents calculs sur des dates représentées de manière différente. Prenons un quatrième exemple, si on souhaite développer une librairie de mathématiques, eh bien on va à l'intérieur de cette librairie pouvoir stocker différentes choses, comme par exemple et c'est ce qui est fait dans la librairie math de Java. On va avoir une définition de pi, mais on va avoir également une méthode qui va nous calculer le cosinus d'un angle, ou encore une méthode qui va retourner un double, nous retourner un nombre aléatoire. Donc là, dans ce quatrième exemple, on va avoir un mélange de méthodes et d'attributs. Lorsqu'on fait de la programmation orientée objet, comme c'est le cas maintenant en Java, eh bien, on doit suivre deux conventions très importantes. La première de ces conventions, c'est que le nom des classes doit toujours commencer par des majuscules. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que dans notre code, si on tombe sur quelque chose comme ça, on sait que vu qu'il y a une majuscule au début, ce sera une classe. Si on tombe par contre sur quelque chose comme ça, on sait que ce sera un objet. Si par contre on a
ça qui apparaît dans le code, eh bien, on aura une classe. Donc, imaginez, on peut également faire la différence. C'est pas très heureux, mais on peut le faire quand même. On peut écrire string string égale string, et là, on a trois choses différentes qui ont l'air d'être la même chose, mais qui sont très différentes. Ici, on aura au début la classe, l'objet, et là, une valeur littérale. La deuxième des conventions à laquelle on doit être attentif, c'est les valeurs par défaut. Les attributs qui ont un type primitif, par exemple un int, un char, etc., sont initialisés automatiquement à 0 dans une classe. Imaginons que j'ai une classe foo qui contient un entier A. Eh bien, ce A est initialisé automatiquement à 0. Si maintenant, à l'intérieur de cette classe, je définis également un string, imaginons B, eh bien, la valeur de ce string B sera initialisée à nul. C'est-à-dire que lorsque je vais utiliser ma classe foo, et donc là elle est initialisée, et que j'essaye par exemple de faire la chose suivante, ciseaux f.a, eh bien la valeur 0 va être affichée parce que la valeur de a par défaut vaut 0. Si par contre je fais un ciseau de f.b, eh bien je vais avoir la valeur null qui va être affichée. Null signifie que la valeur n'a pas été initialisée encore. Alors on peut se dire, bon, ben voilà, c'est un détail, mais c'est la source en réalité de problèmes assez importants, parce que si, je prends juste un peu de place maintenant pour faire ça, si j'essaye d'appeler f.b, ça me retourne un string. Donc sur un string, j'ai droit à appeler des méthodes, comme par exemple la méthode length de la classe string. Avec ça, je m'attends à avoir la taille de mon string. Eh bien, là, je ne vais pas avoir 0 comme je m'y attendais, mais je vais avoir une exception, c'est-à-dire que je vais avoir des lignes rouges qui vont être affichées lors de l'exécution de mon programme, avec une null pointer exception. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement, en Java. Qui signifie qu'on essaye d'appeler une méthode, ici la méthode length, sur un objet qui n'a pas été initialisé. Pour éviter ce problème-là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est dire que mon string est initialisé avec la chaîne vide. Dans ce cas-là, eh bien, si je fais un b.length, je n'aurai pas une null pointer exception, mais j'aurai la valeur 0, qui sera retournée parce que la taille de b vaut 0.